une historienne qui s'appelle Laure Murat, qui a écrit un essai qui s'appelle Qui annule quoi. Et en fait, elle propose une définition une traduction plutôt du terme cancel culture en français, qui serait une culture de la protestation plutôt qu'une culture de l'annulation. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que annuler quelqu'un, c'est très différent que de remettre en question son œuvre ou son héritage. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion a été enregistrée au Fafa Bouquinerie dans le 18e arrondissement. Bonne écoute et abonnez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ici à ce Cozy Lab. C'est enregistré, donc on va discuter tous ensemble. N'ayez pas peur du micro, le but aussi est qu'on discute tous ensemble. Le Cozy Lab. Exactement. Et ben non, le but on a tous des trucs à ça dire. va venir. Ouais. Le but du Cozy Lab, en fait, c'est de discuter tous ensemble sur une thématique. Et là, la thématique, c'est cancel culture, doit-on cancel les œuvres / artistes qu'on aime. Exemple, Harry Potter, mais il existe tellement de trucs. Et le but, c'est que moi, je parle pas. Et donc c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions et discuter entre vous sur le truc. Il n'y a pas de réponse bête, ou il n'y a pas de questions bêtes, parce qu'en tous les cas, ce serait moi qui les ferais. Et donc le but, c'est qu'on fasse comme ça. Et on a 3 belles personnes qui sont là pour discuter avec vous. Et on va commencer les présentations. Et vous allez vous présenter, chacun indépendamment. Tu veux commencer, Fanny ? Du coup, donc je m'appelle Fanny, je suis graphiste éditrice actuellement et je suis en parallèle coprésidente d'une maison d'édition inclusive, IBI. Et donc c'est une association, mais j'ai été éditrice par le passé également. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Thomas, je suis journaliste, éditeur et auteur dans la bande dessinée notamment. Ça fait longtemps que je fais ça, mais c'est la bande dessinée mon sujet de prédilection. Et voilà, sous ces multiples activités, je fais pas mal de choses différentes, mais j'aime bien. Et moi, je m'appelle Marie et je travaille dans la bande dessinée depuis une 20aine d'années, relations presse, événementielles. J'ai notamment travaillé pour le Festival d'Angoulême et je suis aussi agent d'artiste. Et ce que vous ne savez pas, c'est que au Cozy Lab, il y en a une qui sait, mais c'est que vous aussi, au public, vous allez vous présenter pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous intéresse dans la thématique. Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis journaliste et c'est une problématique qui m'intéresse parce que la question se pose quand on est lecteur, lectrice. Tout simplement pour ça. Voilà. Ouais. Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Guilain, donc à la vie je suis fonctionnaire territorial, voilà. Je travaille en mairie sur des sujets et des questions notamment sociales, et je suis aussi auteur de fantasy, donc c'est un sujet qui m'intéresse doublement, à la fois en tant qu'auteur, effectivement. Tu parlais d'Harry Potter tout à l'heure, on a eu un petit sujet avec un festival récemment, on pourra peut-être y revenir. Et en tant que lecteur aussi, c'est des choses qui m'interpellent parce que à la fois le monde de la BD mais aussi le monde de l'imaginaire est touché par des scandales et donc des décisions ou pas sont à prendre. Bonjour, moi je m'appelle Zata et je suis dans la com. Et à côté de ça, je suis chroniqueuse pour Actua BD. Et c'est une question que je me pose beaucoup et j'en ai beaucoup parlé avec Flavien, notamment par rapport à Harry Potter. Parce que c'est beaucoup plus simple en fait de cancel des choses qui nous touchent pas, mais une fois que c'est quelque chose qui nous touche, et Harry Potter me touche vraiment, ça devient tout de suite plus compliqué. Et en fait, c'est une question très complexe au final. Bonjour, je m'appelle Marion et il y a beaucoup de monde dans le monde du livre. Moi aussi un peu, je suis fabricante dans une maison d'édition. Et je suis là parce que, comme beaucoup, je me pose des questions sur la cancel culture. Harry Potter, pour moi, c'est à peu près le dernier exemple de plusieurs auteurs qui ont des scandales et de qui on se demande est-ce qu'on doit arrêter de les lire ou pas. Et j'espérais avoir une plus forte opinion dans un sens ou dans un autre à la suite de cet enregistrement.
Moi, je trouve en tout cas que la promo de l'événement, elle est bien faite parce que Brigitte Macron et Harry Habitant, t'as misé sur la com, Flavien, c'est excellent. Parfait. Carrément, parce que ça va totalement dedans. Et on l'a vu aussi avec toutes les personnes qui sont là, le sujet est hautement dans l'actualité. Et je vais commencer par une toute première question, et après, normalement, ce sera la dernière fois que je parlerai. Le but, encore une fois, c'est que dès que vous avez un truc, vous levez la main et vous prenez le micro et on fait le truc, quoi. Et vous pouvez aussi vous poser des questions comme vous voulez. Pour ceux qui ont essayé déjà podcasté le sujet, ça veut dire quoi, cancel culture? Voilà. Ouais, bah alors c'est intéressant parce que du coup, ça regroupe beaucoup de choses. En fait, la cancel culture, c'est un terme un peu fourre-tout. En fait, on met beaucoup de choses. Et il y a à la fois une cancel culture en fait de la droite conservatrice américaine et une cancel culture, on pourrait dire plutôt qui vient de la gauche ou des gens qui s'intéressent au passé, des sociologues, des historiens qui sont pas forcément étiquetés. Et en fait, j'ai noté plusieurs trucs intéressants. Par exemple, il y a une historienne qui s'appelle Laure Murat qui a écrit un essai qui s'appelle Qui annule quoi. Et en fait, elle propose une traduction plutôt du terme cancel culture en français, qui serait une culture de la protestation plutôt qu'une culture de l'annulation. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que annuler quelqu'un, c'est très différent que de remettre en question son œuvre ou son héritage, en fait. Et donc, je trouve que cette historienne, elle a bien défini le terme. C'est que déjà, on est handicapé par le terme cancel culture. En fait, quand on en parle à des gens qui n'ont pas réfléchi à la question, ils se braquent parce qu'ils imaginent, on va pas effacer quelque chose, on va pas annuler quelque chose. Non, en fait, c'est très différent. La cancel culture, c'est remettre en question des idoles du passé, ou alors une œuvre, ou alors un auteur, une autrice, etc. On va y revenir. Mais c'est vrai que le terme cancel culture, sinon ça fait un peu 1984, on efface des pans de l'histoire, et son interprétation à elle est vraiment plus juste de ce que c'est effectivement. Bah, c'est ce que j'ai trouvé de plus pertinent, en tout cas dans ce que j'ai lu des bouquins. Et juste, je voulais finir par ça. Et pour moi, il y a deux grandes choses à distinguer quand on parle de cancel culture. Peut-être ça servira pour le débat. C'est la première, c'est l'idée d'une cancel culture au présent. C'est que faire des artistes ou des œuvres qui sont problématiques actuellement. Et il y a une deuxième chose, c'est la cancel culture qui regarde vers le passé. Et en fait, comment on transmet des œuvres en les contextualisant, et comment on revient sur des grandes figures qu'on nous a présentées comme des classiques, ou des figures incontournables, ou des grands génies. On pourra revenir aussi sur ce terme hyper compliqué. Mais voilà, pour moi, il y a ces deux trucs-là, il y a ces deux pistes-là, et on reviendra après en plus sur la droite, la gauche, etc., parce qu'il y avait différentes visions. Ouais, c'est ce que j'avais analysé aussi entre le passé et le présent, et la façon de contextualiser une œuvre plutôt que de l'annuler. Donc c'est marrant parce qu'on devait se parler avant, on n'a pas eu le temps, et on est parti exactement sur les mêmes pistes de réflexion. Oui. Je vous rejoins tout à fait sur les différenciations à faire sur ce genre de choses, et pour le coup ce que tu as dit sur l'historienne, enfin ce que dit l'historienne plus exactement et que tu retranscris, est effectivement très juste et très intéressant, je trouve. J'avais jamais on utilise souvent le terme anglais où en effet la traduction littérale, mais cette traduction semble plus pertinente et plus réaliste aussi dans ce qui peut être fait quand on est dans ce genre de problématique. Je regarde si y a des questions, hein. Toujours. Des interventions, ça sera peut-être la dernière pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait quand il y a un auteur déjà que vous aimez, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous dites son œuvre est cool, il y a peut-être des trucs. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cette situation? Qu'est-ce que ça vous a fait? Effectivement, je pense qu'on l'a quand même plus ou moins tous vécu, que ça soit avec les livres ou avec d'autres éléments culturels, avec toute figure publique, star au sens large, il peut y avoir ce genre de cas, et je pense que on s'attache à une figure, même si c'est pas des gens qu'on connaît, on a ce sentiment de proximité qui va quand même assez facilement naître. Bon, pour la littérature, ce qui, à titre personnel, forcément me touche le plus, et je pense beaucoup d'entre nous, il y a aussi cette proximité avec un livre avec lequel on a passé des heures, etc. On peut se retrouver dedans. Harry Potter en est un bon exemple. Je sais que moi aussi, comme tout le monde, je pense ici, j'ai grandi en partie avec ça. Et c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment de trahison, alors même que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, dont on pouvait pas savoir si c'était a priori une bonne personne, et même les gens qu'on connaît, on peut pas le savoir a priori non plus. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ce sentiment de trahison qui peut être difficile, et du coup qui fait que les gens réagissent parfois sur le moment forcément dans un rejet du rejet, parce que c'est compliqué, comme quand c'est un proche, finalement, un proche, une proche. On a toujours du mal à se dire oui, cette personne a fait des mauvaises choses. Donc je pense que parfois il y a un peu
cette frontière un peu floue où on a presque l'impression d'être face à des proches qui nous ont trahis parce qu'on s'est attaché à eux à travers leurs œuvres et du coup c'est plus difficile de se dire c'est bon, j'ignore cette personne à tout jamais, je veux plus rien avoir à faire avec, quoi. D'autant plus quand c'est quelque chose qui a été fondateur pour soi. Non, moi j'ai eu ça. Alors je suis pas une grande fan d'Harry Potter, ne me jetez pas des cailloux. Je suis passée un peu à côté, moi, justement, d'Harry Potter. Donc on y reviendra pour que je comprenne. Je sais ce qu'a dit J.K. Rowling mais je sais pas s'il y a des choses dans l'œuvre qui concernent tout ce pan qui est encore différent. Moi, j'ai eu ça il y a plus longtemps avec un cas, pas du tout en littérature, mais avec Bertrand Cantat. J'étais une grande fan de Noir Désir. Et c'est quelque chose de compliqué de se dire, est-ce que j'écoute encore mes vieux morceaux de Noir Désir que j'adore? Est-ce que j'écoute plus jamais? Je serais jamais allée le revoir en concert, par exemple. Mais ouais, moi, j'ai eu ça avec Bertrand Cantat. Moi, j'étais très amoureuse de Bertrand. Donc, ça a été un truc, alors encore différent, mais... En exemple, j'avais ça. Ouais, et Bertrand Cantat, moi je l'ai noté aussi, mais ça peut être aussi en BD, Neil Gaiman par exemple, si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. En fait, l'idée... Je pense que tu dois dire Neil Gaiman. Neil Gaiman, il y a eu une grosse enquête qui est sortie récemment où il a été accusé en fait d'emprise sur des personnes, de violence en fait physique, verbale, de beaucoup de choses en fait. Il parle même de système pseudo-esclavagiste parce que c'était quelque chose de très ancré dans son quotidien avec des gens qui le prenaient à son service, mais il y avait beaucoup de servitude, de choses comme ça. Donc ça s'est allé très très loin et en fait c'est remonté jusqu'à aussi une idée de que ça serait lié aussi à ses convictions personnelles parce qu'il a grandi aussi pas loin d'une secte, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et bref, il y a une très très grosse enquête, c'est hyper complexe et évidemment il n'y a pas eu encore d'instruction, mais ça va venir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des œuvres de Neil Gaiman? Alors pareil, moi côté personnel, on se demande toujours, on se dit mais est-ce qu'on peut lire encore ces choses-là avant? Surtout qu'il y a un biais où on se dit est-ce qu'en sachant ça, est-ce qu'en écrivant ça, en dessinant ça, ils avaient ça en tête? Est-ce que leurs œuvres véhiculent des choses en fait, est-ce que ça participe en fait d'une monstration, enfin de véhiculer des idées qu'ils ont, des points de vue en fait qu'ils ont. Ça c'est hyper complexe aussi à démêler parce qu'en fait c'est la fameuse question de séparer l'homme de l'artiste. En fait. Je sais pas vraiment si on peut séparer l'homme de l'artiste. Il y a pareil une philosophe qui s'appelle Gisèle Shapiro qui a écrit là-dessus et qui dit non, un artiste en fait il est le produit de son contexte historique, de la société, et en fait lui dans son œuvre, malgré tout, même sans transmettre de message, il véhicule des opinions sous couvert de faire parler des personnages ou par rapport dans ses œuvres. En fait il véhicule quelque chose de ses profondes convictions en fait finalement. Donc le séparer, ça, c'est pas si évident que ça. Et du coup qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres là? Alors d'un point de vue personnel, on peut décider de pas les lire, d'arrêter de financer les artistes, de ne plus cautionner les prochaines œuvres, les concerts comme tu disais, etc. Mais d'un point de vue professionnel, par exemple en tant que journaliste, du coup qu'est-ce qu'on fait quand on est éditeur ou n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie ces gens-là? Est-ce qu'on détruit les livres? Est-ce qu'on les sort du marché? Donc voilà, tout ça c'est très complexe et on peut se dire déjà qu'il y a un piège qui s'appelle la censure. Donc il y a plein de gens qui se diraient le plus simple ça serait de censurer l'œuvre d'un artiste problématique, mais en fait ça ouvre une énorme porte en fait où on va créer un piège, puisque en fait à partir de là qui décide de censurer quoi? Et là en fait on tombe dans le piège. Et d'une autre manière de le dire, c'est qu'en fait l'idée c'est pas tant de censurer des œuvres puisqu'elles sont déjà écrites, mais c'est de ne plus cautionner l'artiste en question dans ses futurs projets maintenant qu'on a connaissance de tout ça. Donc en fait c'est hyper complexe, mais l'idée c'est par exemple de plus parler de son œuvre, c'est-à-dire si on est professionnel des médias, journaliste, etc., on ne met plus en avant le nouvel album de Bertrand Cantat. Si on est une plateforme comme Ulule, je comprends pas qu'on mette en avant aussi le financement participatif de son album sans au moins contextualiser avec un petit texte en disant libre à vous de faire ça, mais sachez voilà cet artiste il y a eu tout ça, etc. T'imagines dans les théâtres Harry Habitant justement c'est un truc qui est justement, c'est pour ça tout à l'heure on distinguait la culture actuelle et la culture du passé, parce que dans la culture du passé on fait ça, on peut contextualiser. Par exemple dans Tintin au Congo, longtemps a été réclamé
longtemps a été réclamé l'ajout d'une préface ou au moins un petit texte qui pourrait contextualiser le rapport d'Hergé au Congo parce qu'il était belge, parce qu'il était employé dans un journaliste où le rédacteur en chef était proche de l'extrême droite, était rexiste et avait des visions très personnelles. Hergé lui-même a redessiné l'album plusieurs fois. Une première fois parce que après la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'album était trop problématique, donc il a redessiné certaines cases, notamment la case où il est devant les élèves, en fait, à qui il apprend que la Belgique est notre patrie. Ça a été transformé en un petit cours de maths pour que ça soit moins problématique. Mais même pour certains pays, il a dû redessiner des cases. L'album a été retiré du marché, puis il a été remis, et aujourd'hui, il existe avec une préface qui contextualise. Donc voilà, ça c'est un bon exemple. Mais pour les œuvres qui sont actuelles, là c'est bien plus compliqué. Oui, et puis tu vois, déjà je te soupçonne de lire toutes mes notes, parce que on a les mêmes exemples, c'est trop mais t'arrêtes de tout me piquer. Et non, mais tu vois, tu parlais de censure. T'as aussi des parts parfois de réécriture. Tu vois, ce qui avait été fait en Angleterre sur des œuvres de Roald Dahl, où ils avaient changé certains mots. Donc qu'est-ce que tu fais d'un artiste qui est décédé ? Est-ce que tu retouches son œuvre, ce qui n'est pas de la censure, mais qui est quand même une forme de modification. Et sur Roald Dahl, même Salman Rushdie disait attention en faisant ça, de venir réécrire. Alors, je sais pas, Fanny, toi en tant qu'éditrice, même en termes de droit d'auteur, ça me semble problématique. Enfin, je dirais dans ce cas, en effet, soit on décide de pas éditer l'œuvre en question si on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, soit on la laisse telle quelle en la contextualisant, mais pour moi, on n'a pas à retoucher le travail de quelqu'un d'autre sans son accord, et si la personne est décédée, on ne va pas l'avoir. D'autant plus, enfin, je sais que nous, par exemple, chez IBI, on fait le choix de ne pas publier ce qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Parfois, on faisait des retours pédagogiques par le passé. Maintenant, on n'a plus le temps, mais c'est vrai que, c'est un choix à faire. Et nous, dès qu'on part du principe, il nous arrivait de demander des modifications, des choses comme ça, mais avec des personnes vivantes qui sont d'accord. Et on est tout à fait OK pour rompre un contrat si les gens sont pas d'accord avec nous, parce que, on va pas les forcer, quoi. Donc, pour moi, le travail de l'éditeur, c'est aussi de respecter l'intention de l'auteur ou de le travailler avec pour que ça soit toujours cohérent avec. Donc, si la personne est décédée, j'ai envie de dire, même si on s'adressait à ses ayants droit et qu'on avait leur accord, c'est pas pareil, quoi. D'ailleurs, l'éditeur français de Roald Dahl, je sais plus qui c'est. C'est Gallimard. C'est Gallimard, n'ont pas repris cette nouvelle version anglaise. Ils sont restés sur les titres qu'on lisait petits, sans aucune modif. Oui, c'est exactement la thèse, une partie de la thèse de Laure Murat que tu citais dans un autre petit essai, Toutes les époques sont dégueulasses, où elle distinguait réécriture et réécriture, et de ce que j'ai compris, elle dit que la réécriture, c'est-à-dire des changements cosmétiques, d'enlever un tel personnage qui était juif, de plus le mettre juif, ou d'enlever le mot gros. En fait, elle disait que ça n'avait aucun sens, parce que déjà toute la pensée qui irrigue, ça change pas le texte. Ouais, ça change pas le texte, et effectivement après on fait des modifications sans l'accord de l'auteur. Donc elle disait autant contextualiser, faire une préface assez poussée, ou carrément réécrire l'œuvre. Mais là, de se dire en fait c'est une nouvelle création, je prends des aspects de Roald Dahl, de son œuvre que j'aime, et je la retransforme, et j'assume une vraie réinterprétation totale. Oui, pour l'instant, les exemples qu'on a sont, et c'est normal, surtout dans des livres, mais moi je pensais par exemple à des peintres, ou d'autres métiers, mais moi quand j'ai découvert que Picasso a été... alors, je sais pas, j'étais pas là, mais l'histoire connue, comme quoi il a enlevé une fille en pleine rue pour coucher avec elle, c'est connu. Mais je vois pas mettre à côté de chacun de ces tableaux un petit mot comme on le fait dans les livres, donc c'est aussi compliqué. Je pense que contextualiser les livres c'est bien, mais il n'y a pas que les auteurs qui peuvent être problématiques, et il y a plein d'autres artistes. Juste sur Picasso, je voulais rajouter que dans ses œuvres, en fait, il dépeint la souffrance des femmes qu'il met en souffrance, donc il y a aussi ce côté où c'est vrai. Oui, par exemple aussi. Donc il y a aussi ce questionnement-là. L'œuvre, est-ce qu'elle a des problématiques ? Est-ce qu'elle cause des victimes ? Il y a tout ça aussi qui rentre un peu en compte. Je pense aux BD de Bastien Vives qui ont quand même... Comment on fait par exemple dans ce contexte-là où on parlait tout à l'heure
de l'humoriste, Voilà. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, c'est... Voilà. Et ben, du coup, par exemple, pour une expo, pour un concert, etc., il y aurait quand même l'idée d'avoir peut-être un accompagnement. En fait, quand on parle, là justement, c'est pour ça qu'on distinguait les autrices, auteurs du passé et les contemporains, c'est que pour le passé, on peut faire ça. Là, il y a eu une grande rétrospective Picasso il y a quelques années. Rien n'empêche d'avoir dans une salle 1 un petit mot de contexte, libre aux gens de les lire ou pas. Enfin, mais déjà qu'en fait, on comprenne que c'est pas neutre. Et que derrière l'étiquette de génie, il y a peut-être d'autres choses qui se cachent. Et en fait, il y a toujours des biographies, il y a toujours des choses comme ça. Donc, il y a du matériel de contextualisation dans ces choses-là. Après, par contre, voilà, pour les artistes actuels, effectivement, Harry Habitant qui fait son spectacle, il n'y aura pas une pancarte devant les Folies Bergères qui explique ça. Mais par contre, là, du coup, ça serait peut-être le rôle des médias, des gens qui ont une présence en ligne, des influenceurs, peut-être des gens de prendre la parole, des gens du même milieu. Par exemple, dans le milieu de l'humour, il y a Florence Mendes qui avait beaucoup pris sur elle de parler de plusieurs humoristes problématiques, etc. Et du coup, c'est hyper courageux, mais ça informe pas mal de gens sur ça, et ça joue un petit peu cette carte-là. Et je voulais revenir aussi, tu parlais de Bastien Vives, donc en bande dessinée, c'était quelque chose qui a beaucoup remué en fait tout le milieu, mais ça allait bien au-delà du milieu de la bande dessinée. Mais lui, il a un cas encore un peu particulier, c'est que ce sont des BD qui vont dire mettre en scène de l'inceste, en fait des violences sexuelles, des choses un peu problématiques autour de la culture du viol, des choses comme ça, sous couvert de l'humour. Mais Bastien Vives n'est pas accusé de quoi que ce soit. C'est exactement là-dessus que je voulais revenir, tu vois. On disait problématique, mais qu'est-ce que c'est problématique et qui décide de ce qui est problématique et de ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire que si la justice pour les livres de Bastien Vives, je ne défends pas Bastien en lui-même, peu importe, c'est qu'en fait, ces livres, c'est aller jusqu'au tribunal et la justice a décrété que dans ces livres, ce n'était pas problématique. Donc c'est qu'il n'y avait pas lieu que la loi intervienne là-dessus. Donc c'est aussi définir qui est problématique, qui ne l'est pas et qui le décide, quoi. C'est ça, et juste pour ça, je veux dire, moi je trouve, donc du coup, il y a pas eu de décision de justice, il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Ça a rejoint aussi des propos qu'il avait personnellement envers une autrice, et c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. Et du coup, pour ses propos, il s'est excusé, mais c'est la combinaison en fait d'opinions personnelles ou de choses dans le privé et de ces livres qui avaient des sujets très touchy, on va dire. Et sur ce sujet-là, moi je trouve qu'on rejoint pas mal ce que je disais au tout début de la discussion sur la cancel culture de gauche ou de droite. C'est qu'on a un côté on peut plus rien dire, et en fait on a un côté où la droite forte, mais ça soit CNews, Le Figaro, enfin tous ces médias là, ou des personnalités très investies là-dedans, en fait pousse pour que dans les œuvres culturelles il n'y ait pas d'avancée sociale, et essaye de bloquer en fait toutes ces choses là. Et on a aussi des gens, peut-être comme Bastien Vives, c'est une supposition d'interprétation de l'œuvre, mais moi je pense qu'il a un côté d'humour de droite, justement, d'humour de dominant, où en fait il va se moquer en fait de ces choses-là, comme la culture du viol ou de la charge mentale, ou toutes ces choses-là. Et en fait, évidemment, il le fait d'une manière drôle et qu'il essaye d'en faire une œuvre humoristique, mais il fait partie d'une classe sociale de dominants qui se moque de gens dominés, dans une société où la culture du viol est hyper présente et où on n'a pas résolu certaines problématiques, où en France il y a encore beaucoup d'inceste, où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de féminicide, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, peut-être rigoler de tout ça sans avoir au moins un recul, plus que c'est juste de l'humour, c'est dommage de son point de vue. Je voulais juste rajouter par rapport à ça, il y a aussi ces interventions publiques en fait, qui en rajoutent une couche où les propos qu'il a sont problématiques, et du coup ça envenime encore plus, donc il y a couche sur couche sur couche, et c'est un ensemble. Ouais. Oui, puis je pense qu'il aime bien en rajouter des couches et des couches en plus. Oui, c'est ça qui fait ça. Et il y a un autre bouquin que je peux vous conseiller qui est vachement bien, ça s'appelle Désirer la violence de Chloé Thibault. Et en fait, Chloé Thibault, elle analyse toutes les œuvres culturelles, enfin beaucoup d'œuvres culturelles, où elle parle de justement comment la violence nous façonne, en fait, que ça soit de la violence physique, de la violence morale, de la violence verbale, que dans toutes les œuvres du ciné qui sont considérées comme des classiques, dans beaucoup de livres, en fait, on est souvent sur des
rapport homme-femme problématique. On a souvent des questions limite autour de l'inceste. On a souvent des viols. Elle parle beaucoup de Gérard Depardieu. Elle parle beaucoup de toutes ces œuvres-là. Et ce bouquin, il est vachement bien pour comprendre ça, en fait, comment on est baigné, comment on est vraiment là-dedans et comment toute notre société, en fait, elle est parcourue par ça. Et si on les questionne pas, ces choses-là, on est embêté. Et c'est pour ça que la définition de culture de la contestation, je trouve, elle est vachement bien. Après, tu l'esquissais là, et puis Fanny aussi. En fait, toutes ces questions-là, elles renvoient à l'intime, à notre intime personnel, à comment on s'est construit, d'où on vient, qu'est-ce qui a nourri notre imaginaire, nos goûts, tout ça. Et effectivement, quand une de nos idoles, moi je dis pas faut pas avoir d'idole, j'essaie de pas en avoir, non pas d'idole, mais voilà, quand une de nos idoles s'effondre, en fait c'est une partie de nous qui s'effondre, et du coup c'est extrêmement difficile c'est plus facile d'être dans la réaction et de dire, de refuser, de pas voir sur toute une série de sujets, voilà, que de se dire je me suis trompé ou je remets en cause une partie de moi-même. Et on l'a vu là pour un festival en septembre sur Harry Potter. En fait, il y avait c'est un festival imaginaire qui proposait une exposition Harry Potter. Bon, on aurait pu se dire une exposition, c'est pas malin, ça promeut l'œuvre, mais bon. Voilà. Et en plus, il y avait la vente d'objets sous licence. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, cet argent revient dans la poche de J.K. Rowling qui s'en sert parce qu'elle a monté une fondation, pour faire simple, pour combattre les avancées des droits des personnes trans. Donc là, il y a une utilisation concrète et une menace concrète de son argent envers une minorité. Bien que, en tout cas de mémoire, il n'y ait pas de propos transphobes dans Harry Potter. Mais et du coup se pose je finis et donc voilà, et on a vu sur les réseaux notamment, donc là tout le monde se positionne ou pas, d'ailleurs se positionner sur les réseaux, moi je trouve ça hyper casse-gueule parce que on peut pas discuter, en fait on peut pas discuter comme là autour, c'est pas possible, et avec des prises de parole très fortes, et à la fois d'un côté si vous y allez vous cautionnez la mort des personnes trans. Et de l'autre côté, on s'en fout, on distingue l'œuvre de l'artiste, et je mets les oreilles, et puis de toute façon ça me concerne pas. Donc là on voit vraiment qu'on est sur des réactions hyper intimes et hyper épidermiques. Et c'est difficile de retrouver un peu de sérénité autour de tout ça et de tout simplement dire, pour moi, c'est la responsabilité en fait du festival. Et c'était paradoxal parce que moi j'y suis allé, on a été super bien traité, mais de se dire, mais à quel moment un festival d'imaginaire en 2025 se dit c'est ok de programmer une expo Harry Potter avec vente de produits sous licence adossé à un festival, quoi. Moi, c'est plus ça qui m'a interpellé. Oui, quand tu sais l'argent, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, soit c'est de la bêtise, ce que j'espère, soit c'est du cynisme. Moi, je réagis sur ça, puisque le salon en question, on a annulé notre venue. Donc, et on a échangé avec eux en amont, parce qu'on voulait pas faire un communiqué sans avoir parlé avec eux, sans avoir essayé de leur dire ce serait peut-être bien que vous reveniez sur cette décision, parce qu'on a appris 3 semaines avant le salon qu'il y avait cette exposition, donc tout était payé, etc. Ils nous ont remboursé, je tiens à le dire, donc voilà. Mais du coup, on a eu un échange en soi serein, puisqu'ils m'ont appelé quand je leur ai envoyé un mail, mais en disant non, on va le maintenir, parce qu'économiquement, c'est un choix qu'on veut faire. Est-ce que ça va faire venir du monde? Ça va faire venir du monde, et ils m'ont dit, et en vrai, vous devriez venir, parce que ça va faire venir du monde, donc c'est bien pour vous aussi. Non, non. Mais donc là, par exemple, c'était un choix conscient, et ils ont eu des départs de bénévoles qui ont alarmé, et ils ont préféré perdre des bénévoles, puisque c'est une association, que d'annuler une exposition problématique. Donc c'est vrai qu'il y a, tout est politique de toute manière, notamment dans les milieux de la culture, et je pense qu'aujourd'hui encore sur Harry Potter comme d'autres choses, il y a des gens qui sont pas conscients, ou qui savent qu'il y a des problèmes, mais qui savent pas lesquels, qui savent pas à quel point. Si on n'est pas dans les sphères notamment queer ou un minimum militantes, je pense que, le grand public a pas conscience d'à quel point J.K. Rowling nuit en effet financièrement, utilise l'argent qu'elle gagne pour faire du mal à des communautés diverses. Et du coup, je pense que ça peut être une erreur qui est... moi, je pars du principe qu'il faut laisser aux gens le bénéfice du doute et essayer d'en parler avec eux, leur expliquer, et ensuite leur laisser le temps aussi d'y réfléchir, parce que on prend pas forcément les meilleures décisions à chaud. Mais là, par exemple, ils ont eu tout le temps du monde et ils ont maintenu le choix. Donc,
je pars vraiment du principe qu'à partir du moment où c'est un choix conscient, après avoir été informé, de maintenir les choses en toute connaissance de cause, sans forcément mettre en place ne serait-ce qu'un petit encart disant s'il vous plaît, ne soyez pas transphobe comme J. Caroline. Voilà. Du coup, là, c'est une décision politique qui mérite en effet d'être dénoncée. Mais en effet, de toute façon, ça a existé, les gens y sont allés quand même. Certains je sais que sur place, par exemple, là, il y a, à défaut des organisateurs, des stands qui ont mis en place des affichages très clairs sur en quoi c'était problématique et en précisant qu'ils venaient, mais qui voulaient informer de pourquoi ils cautionnaient pas pour autant. Donc, décision que je trouve vraiment chouette en l'occurrence. Pour compléter, ils avaient mis une affiche quand même à l'entrée de l'expo, mais qui était régulièrement arrachée. Donc, ça montre aussi que d'un combat que nous, je dis nous, Fanny et moi, parce que je connais nos positions, que nous on trouve juste, d'autres se diraient mais ils nous cassent les pieds et ils arrachent l'affiche. Justement sur ça, ils nous cassent les pieds. C'est une réflexion en fait aussi hyper importante, c'est que je parlais tout à l'heure des médias en fait de droite qui jouent vachement là-dessus. Eux, ils instrumentalisent ça à fond. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose où on pose la question, on remet en question, ils disent mais voilà, regardez ce qu'ils font de notre passé, regardez ce qu'ils font de nos œuvres. Je sais pas, il y avait eu la polémique avec Blanche-Neige et le baiser volé où on disait ils essaient d'annuler Blanche-Neige, un patrimoine culturel, alors quand on creuse, on s'aperçoit que c'est Disney qui ajoute la scène, elle est pas dans l'œuvre de Grimm déjà. Et puis en fait, on n'annule pas Blanche-Neige non plus, on essaie de questionner en fait justement ce qu'on disait sur la culture du consentement qui est véhiculée. Et en fait, tous ces médias-là jouent sur ça. Et il y a un terme que j'aime bien, en fait, j'en connais pas l'origine, mais c'est la bourgeoisie gaze. Et en fait, c'est comme le male gaze, mais en fait, on a en fait la bourgeoisie qui, depuis des siècles, sélectionne les œuvres culturelles qu'on considère comme les classiques, qu'on considère comme le canon. Et en fait, dans ces œuvres-là, c'est des œuvres qui vont dans un sens particulier. C'est des œuvres-là qu'on met sur un piédestal et comme si le reste n'existait pas, comme si d'autres œuvres, d'autres artistes, d'autres pays, d'autres cultures, etc. N'étaient pas là. On a eu les pays colonisateurs qui ont imposé la chrétienté dans le monde entier, qui ont annulé des cultures entières, des traditions entières, qui ont modifié des styles de vie, etc. Et maintenant que ces gens-là en fait disent nous à l'époque on pouvait pas parler, mais maintenant on se rend compte qu'on a perdu un héritage culturel, maintenant on voudrait questionner ça, on voudrait remettre en question tout ça, et c'est là où justement cette bourgeoisie gaze dit non regardez, avant regardez dans les œuvres c'était comme ça en fait, la France c'était comme ça en fait dans le monde, et pas du tout, c'est juste des visions en fait artistiques, ou c'est des visions historiques, ou des visions on parle aussi toujours du côté de l'histoire de la vision des vaincus, la vision des vainqueurs. Pendant longtemps on a eu la vision des vainqueurs, pendant longtemps l'histoire de France c'était les rois, et puis d'un coup il y a une certaine branche de l'histoire avec Fernand Braudel, etc., qui sont arrivés en disant non, en fait il y a aussi les paysans, il y a aussi tous les gens qui vivent là, l'histoire de France c'est pas la généalogie des rois de France, ouais. Et voilà, donc tout ça il faut le questionner, et toute cette idée de qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit tiens ils respectent plus, on nous arrache notre enfance, on nous dit tiens ces œuvres là sont plus celles qu'on croyait. Il faut se demander pourquoi et qui fait ça et dans quel but on fait ça. Je voulais revenir sur ton exemple des contes. Les contes ont eu plusieurs versions, eux aussi. Alors, je vais pas parler de La Belle au bois dormant que j'ai découvert à l'âge adulte et qui m'a traumatisée, mais ça doit être dans Cendrillon ou dans la version actuelle, je vais dire. Les méchantes sœurs, elles ont pas le prince, mais elles s'en sortent. Alors que dans l'ancienne version, déjà, elles se coupent un bout du pied pour qu'elles puissent rentrer dans le pied, et que à la fin, il y a les animaux de Cendrillon qui leur font voir de toutes les couleurs. Donc, même dans les contes pour enfants, il y a des réécritures depuis longtemps. Oui, justement, ça, il y a une autrice qui s'appelle Lou Luby, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et à la fin, il meurt », où en fait, elle compare toutes ces versions de contes et elle met ça en perspective de nos sociétés, de ce que maintenant on connaît, de comment on les interprète au fil du temps. Et justement, ça, c'est un très bon bouquin qui, justement,
où en fait on a beaucoup de scientifiques qui ont classé ces contes par pays, qui ont classé les versions, etc. Et on voit justement les évolutions. Est-ce qu'elles correspondent à des évolutions sociétales? Est-ce qu'elles correspondent au moment où l'oralité laisse place à l'écrit? Et surtout, comment on les interprète, comment on les réimagine? Et justement, Disney, c'est un très très bon exemple de ça. Non, rien, je repensais à Blanche-Neige. Non, mais parce que c'est vrai que dans Blanche-Neige, dans le conte original, elle est pas du tout sauvée par le prince qui l'embrasse. Hein. C'est quand les nains portent son cercueil, le bout de la pomme empoisonnée sort de sa bouche. Et c'est simplement ça qui la sauve, donc il n'y a pas de prince charmant qui vient sauver la situation. Et c'est vrai que Disney en a fait autre chose. Et qu'à chaque fois, comme on disait tout à l'heure, ça nous renvoie aussi à notre époque. Je regardais un film hier, je regardais Le Fléau de Stephen King, mais celui des années 90. Et il y a une scène où, en gros, la nana remercie limite le type de pas la violer alors qu'elle a dit 4 fois non. Et moi, je me disais, mais j'ai grandi avec ça. Et donc, en quoi aussi ça nous a forgé. Et comme tu disais, comme c'est de l'intime, ça nous fait nous remettre nous-mêmes en question. Et parfois, ça nous enlève pas des petits bouts de nous-mêmes, mais c'est vrai que quand ça touche à de l'intime, c'est encore autre chose. Moi, il y avait un truc par rapport à Harry Potter, je reviens dessus. Quand j'étais au Japon, il y a une énorme boutique à Harajuku d'Harry Potter. Et donc, il y avait un truc où je vais dire à mes sœurs, je suis contrarié dans mon âme d'aller dans cette boutique-là. Et quand tu vas dans la boutique, tout est fantastique. Il y a des trucs que t'as pas ici et tout. Et j'avoue que j'ai fait le choix d'acheter un truc où je savais que l'argent n'irait pas. J.K. Rowling, c'est une œuvre d'artistes japonais qui ont pris Harry Potter pour en faire un tableau qui est magnifique. Et je sais que cette thune-là, elle n'est pas partie. Et par contre, le lendemain, on est parti au Warner Bros. Tour. Donc là, techniquement, j'ai donné de la thune. Par contre, en étant dedans, j'ai vu qu'il y avait quand même, vu que c'est le tour pour voir et tout d'Harry Potter et tout, et donc il y a quand même, je sais pas combien de personnes qui ont bossé dessus. Et du coup, je me suis dit, mine de rien, il y a cette franchise, cette licence, qui fait travailler des milliers de personnes. Si elle est complètement annulée, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça. En fait, non, mais elle sera pas annulée. En fait, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est en fait le but, c'est pas de l'annuler. C'est les œuvres qui ont été écrites existent. Elles vont pas être ni détruites ni complètement effacées par magie. Non, en fait, ce qui compte, c'est de ne plus donner de l'argent à une personne qui est très influente. Parce qu'en fait, là, dans le cas de J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a une énorme influence en ligne et qui parle à énormément de gens, et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, qui donne de l'argent, qui a créé des fonds, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est une personne qui agit en fait pour nuire, en fait, entre guillemets. Donc là, l'important effectivement, c'est pas donner d'argent. Et effectivement, tous les gens qui travaillent pour ça, eh ben ils y trouveront du boulot ailleurs. Il y aura d'autres licences. Les médias, en fait, pas les médias, les producteurs d'œuvres, en fait, de toute façon, trouveront autre chose. Ils doivent alimenter les plateformes, ils doivent alimenter le cinéma, etc. Il y aura d'autres choses, en fait. C'est pas se dire je vais mettre des gens au chômage, en fait. Je pense pas du tout. Ils trouveront autre chose. C'est sûr que c'est dommage, ils aimaient bien ce qu'ils faisaient, etc. Mais là on parle de cautionner quelqu'un qui a un énorme pouvoir politique, et elle s'en sert vraiment de cette manière-là, comme nos affreux milliardaires français qui donnent de l'argent pareil pour des associations anti-avortement dans le cas de Sterrin, comme Bolloré qui met de l'argent dans des petites maisons d'édition pour les phagocyter, qui fait péricliter en fait des choses comme ça. C'est vraiment, J.K. Rowling, elle a ce pouvoir-là, et qui n'est pas le cas de tous les autres artistes peut-être. Elle a vraiment une stature particulière. Vas-y. Tu veux y aller ? Bonjour. C'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas, vous avez parlé de la notion de responsabilité. Moi, ce qui m'agace, c'est que tu as l'impression ici d'avoir la responsabilité sur les épaules par rapport à ta consommation. Je dis pas que tu l'as pas, mais en fait, c'est comme pour l'écologie. en fait, tu devrais pas avoir l'impression d'avoir cette responsabilité. Et pour moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que mais c'est pas toi qui es responsable de ça, c'est bien au-dessus. Et malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur elle a du pouvoir ils pourront trouver du travail autre part, mais t'as pas à te sentir responsable de ces emplois, pas du tout.
Encore une fois, on touche à l'intime et au personnel, aux convictions, là plus sur la morale et l'éthique. Donc pour rassurer ceux et celles qui nous écoutent, l'empire de J.K. Rowling ne s'effondrera pas du jour au lendemain. Il n'y aura pas des plans sociaux dans tout l'univers d'Harry Potter. Moi je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'il y aura quelque chose qui remplacera. Et du coup, on peut voir ça comme une opportunité, parce que moi, j'ai quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand ce scandale-là avec le salon est sorti, c'est que y a pas mal de bookstagrammeurs ou d'autres personnes qui ont mis en avant, par quoi on remplace Harry Potter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sagas de fantasy qui visent ce public-là, qui sont super, qu'elles soient étrangères ou françaises. Et en fait, on a cet attrait, cette omniprésence de Harry Potter qui, et en fait, quand on les regarde aujourd'hui avec un œil critique, on fait mieux. On va se le dire, moi qui lis de la fantasy, on fait mieux. Je pense que... laissons la place, prenons cette opportunité-là, laissez la place à des écrivains, des écrivaines étrangères et surtout françaises pour la fantasy young adulte. Et voilà, après, je nuancerais ce que tu as dit sur la notion de responsabilité. Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, il y a il y a un système. On vit dans une société, comme on dit, et que le système, en tout cas, est trop gros pour nos petits bras. Mais je pense quand même, et là, c'est l'idée vraiment d'être raccord avec soi-même. Donc, c'est quelque chose qui est éminemment personnel. De dire, de quelle manière je mets mon éthique, ma morale, en accord avec mes actes, pour faire ce que j'estime être le bien. Donc, attends, je termine et je te rends la parole. Donc du coup, effectivement, j'estime que J.K. Rowling fait du mal à la communauté transgenre avec son argent. Donc moi, à titre personnel, je décide de ne plus lui donner de l'argent, et pour plus lui donner de l'argent, je n'achète plus de produits Harry Potter. Après, je te rejoins, culpabiliser les gens, c'est pas le mieux, sensibiliser, c'est peut-être meilleur. Je pense qu'on est tout à fait d'accord, on ne diffère pas là-dessus. Ce que je veux bien repréciser, je ne mets pas en question du tout la responsabilité individuelle, je pense qu'elle est présente. Mais par contre, le problème, c'est que c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est par exemple, quand je vois des campagnes de publicité publique sur tout mettre sur la responsabilité individuelle, c'est ça qui m'agace. Je pense que, bien sûr, ça va dans les deux sens. Et malheureusement, c'est pas nous qui avons la plus grosse influence. Voilà, même que je te rejoins totalement. Il y a quelque chose d'hyper intéressant parce que culpabiliser les gens, ça va encore plus les braquer. Ou des fois, on va critiquer. La personne est consciente, elle va plus consommer, mais elle apprécie toujours. On va quand même la critiquer, la shamer. Il y a cette question de pureté militante, très souvent à gauche d'ailleurs, où on se déchire sur plein de petites choses. Et du coup, ça braque encore plus les gens et ça fait pas avancer les choses. Voilà. Ok. J'ai l'impression que le débat s'effondre quand on parle de responsabilité individuelle sur les œuvres du passé, dans le sens où je parle vraiment pas à l'échelle sociétale globale, mais à l'échelle personnelle. Je trouve que c'est assez facile et pas moralement condamnable de continuer à lire ou à regarder un film d'un auteur problématique si on contribue pas à son influence politique ou à son pouvoir financier. Enfin, je sais pas ce que vous pensez là-dessus, mais par exemple, si on considère, je sais pas d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas lu Harry Potter, j'adorais ça quand j'étais petite, mais si on a établi avec une analyse fine que l'œuvre en tant que telle ne véhicule pas de valeurs transphobes ou racistes, etc., est-ce qu'en tant qu'individu, on n'a pas, est-ce qu'on peut continuer à profiter de ces œuvres sans mettre de l'argent dedans? Je pense pareil moi il y a beaucoup de films de Polanski que j'aime bien et je participerai jamais économiquement à des œuvres actuelles de Polanski, à le mettre en valeur, etc., mais regarder un DVD, voilà. J'ai l'impression que le débat de la cancel culture est assez facile en fait à trancher sur les œuvres du passé.
Non, je voulais juste compléter. Enfin, Harry Potter, en l'occurrence, il y a des analyses très très claires sur le fait qu'il y a énormément de propos problématiques, racistes, grossophobes, sur l'esclavagisme, sur la place des femmes. C'est pas foncièrement transphobe parce que je pense qu'à l'époque, elle avait même pas conscience de cet enjeu, l'autrice, parce que, enfin, faut remettre en contexte, ça date quand même de beaucoup d'années, et les questions de transphobie et même de représentation des personnes trans il y a eu des personnes trans de tout temps, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sur la place publique depuis quelques paquets d'années, donc je pense que j'ai rien vu qui disait que tel propos était foncièrement transphobe, même si ces propos sur les femmes sont en soi transphobes en termes de pensée, mais c'était pas pensé comme ça a priori. Mais par contre, il y a des analyses qui disent qu'il y a vraiment beaucoup de choses problématiques qui sont véhiculées. Et alors, j'ai pas tous les détails, j'avoue que j'ai pas aussi bien fait mon travail que mes collègues, j'ai pas relu d'articles ni rien, mais on trouve assez facilement, si on cherche ça... Les noms des personnages, par exemple. Oui, c'est ça. En termes de racisme, notamment, c'est très, très... il y a des personnes concernées qui ont fait des études en donnant des exemples et les noms des personnages, même leur place. Enfin, il y a beaucoup de problèmes dans Harry Potter qu'on voyait pas avec un regard d'enfant, évidemment, et même dans le contexte de cette époque, parce qu'on est dans une époque qui, je pense, est plus éveillée à ces genres de questions, mais il y a vraiment finalement beaucoup de problèmes sur un peu tous les pans, en fait. J'ai envie de dire, ça tape un petit peu sur toutes les minorités, et aujourd'hui, sa grande cause, c'est les personnes trans, mais en soi, le livre, finalement, est pas sain, même sur d'autres aspects. Et juste une mini réaction là-dessus, je peux ou pas? Comment on évalue, enfin, dans quelle mesure on peut... Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de ces analyses qui ont été faites aussi à la lumière de ces positionnements politiques postérieurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais d'analyse a posteriori? C'est beaucoup plus facile, je pense, de faire une lecture d'Harry Potter en se disant cette personne... Enfin, je veux dire, quand on cherche un truc, on le trouve aussi. Et du coup, ma question, c'est... Enfin, dans quelle mesure on peut associer ce qu'il y a dans le livre à l'intention de l'auteur? Est-ce que c'est vraiment politique, ou est-ce que... parce qu'il y a... J'ai pas beaucoup dormi, je suis désolée. Parce que quand on regarde une œuvre, il y a beaucoup de choses qui sont par-delà la morale aussi, au-delà de la morale. Voilà, comment faire ce transfert forcément entre... le domaine de la fiction et le domaine de la réalité et de la politique? Je me permets parce que ma question est vraiment très proche. C'est on voit maintenant qu'il y a des problèmes dans Harry Potter, mais est-ce que quand ça a été écrit, c'était déjà des problèmes, ou elle écrivait à peu près la même chose que ses contemporains au niveau racisme, grossophobie, ce genre de choses? Est-ce qu'on ne la juge pas aujourd'hui parce que c'est la plus connue et qu'on réétudie ses œuvres, alors que si on prend un livre qui a été écrit à la même époque d'un auteur moins connu, on retrouvera les mêmes problèmes? Moi, ça me fait penser aussi à l'exemple de Coluche. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites dans ses sketchs, dans ses blagues qui sont hyper limites, et pourtant on ne l'a pas remise en cause en termes de racisme, en termes de grossophobie, en termes de tout ça, parce que dans la vie de tous les jours, effectivement, il était ultra clean, quoi. Je pense que l'humour, après, c'est un sujet très particulier. C'est difficile de le mettre en résonance avec ça, puisque ça reste de l'art. Je peux me permettre que je bien travailler la question, je suis dans le milieu, mais du coup c'est sûr qu'il jouait des personnages aussi, il était là pour justement refléter, c'est intéressant de montrer des personnages antagonistes, et il faut qu'ils existent. Quand on va sur scène, moi j'adore faire des connards et des connasses, et j'adore quand on en met en face de moi, justement parce que je peux proposer une réaction peut-être qui n'est pas forcément quelque chose qui a été vu auparavant, une façon de gérer aussi ces gens qui existent, et c'est une représentation, et pour revenir sur ce qu'on disait sur l'œuvre, je pense que c'est intéressant, je me posais la question sur le chemin de cette histoire de à partir de quand est-ce que une œuvre dont l'auteur ou l'autrice est décédée, est passée, et plus dans son époque, est-ce que
on la cancel vraiment, exactement ce que tu disais. Je pense que si on dézoome sur J.K. Rowling, c'est que pour moi, on peut pas cancel Harry Potter. Je veux dire, elle existe cette œuvre et c'est super intéressant qu'elle existe puisqu'elle est le reflet, de par son existence et de par la réaction qu'il y a autour et du débat qu'elle crée, de 2025. Voilà. Comme d'autres œuvres ont été le reflet, pardon. Voilà, il y avait les 10 petits nègres, par exemple. Ce titre-là, il a été remis en question. Le fait que ça existait et qu'il y ait des questions qui se posent maintenant, c'est ce que tu parlais, hein, ça permet aussi de voir où est-ce qu'on en est, même si on n'avance pas forcément. Alors c'est marrant parce que les 10 petits nègres, c'est vraiment le mauvais exemple qui est tout le temps cité. Parce que l'autrice elle-même, donc Agatha Christie, ça doit pas être ça vraiment les années exactes, mais le pas de temps est le même. Donc elle sort en 1934, alors je sais plus si c'est 34 vraiment, mais son livre sous le titre anglais des 10 petits nègres, alors je sais plus comment on dit en 10 Little N-Word, I guess. Et un an après, elle décide de renommer elle-même son roman. Un an après, 1935. Sauf que les traductions françaises, elles sont pas suivies. Donc c'est juste une petite parenthèse, du coup c'est un exemple qu'on entend tout le temps, sachant que l'autrice a elle-même renommé son livre un an plus tard. Oui, mais là, pour moi, l'exemple, pour moi, l'exemple, il est intéressant dans le fait que justement, c'est la question, c'est pas lequel est voulu le changer ou pas, même si c'est intéressant de le savoir. Je savais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des questions qu'on se pose maintenant par rapport à des œuvres du passé. Oui, et puis je me disais sur la question du présent, c'est-à-dire comment, notamment Fanny qui est éditrice, quand vous éditez une œuvre, comment faire pour pas que dans 10 ans, elle devienne problématique? Est-ce que tu utilises des sensitive readers, sensibles, tout à fait. Donc, oui. Pardon. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as dit, parce que c'est en anglais déjà, et de deux, et de deux, expliquer un peu ce que c'est. Je pense qu'on ne pourra jamais garantir qu'il n'y aura pas quelque chose de problématique dans un livre, parce qu'effectivement, on en parle du passé, on ne sait pas comment la société va évoluer, on ne sait pas ce qui sera considéré comme OK ou pas dans 10 ans, 20 ans, même dans 2 ans dans l'absolu. Donc, je dirais, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre le plus de précautions possible. Enfin, nous c'est dans nos statuts d'association, on se dit militant, on fait le choix concret du coup d'essayer de valoriser la diversité de la meilleure manière possible, autant que faire se peut. Donc par exemple, on n'a pas fait le choix de n'éditer que des personnes concernées parce que déjà elles sont pas obligées de nous dire qu'elles sont concernées. Enfin, nous on part du principe que c'est un sujet intime et les gens sont libres de nous le dire ou pas. Mais par contre, on va faire appel aux lecteurs sensibles, donc sensitivity readers en anglais, et c'est des personnes qui elles sont concernées par la thématique, ou l'identité en l'occurrence. Donc par exemple, sur un personnage noir, ça va être une personne noire et au plus proche du personnage si on le peut, aux mêmes intersections si on peut. Par exemple, si c'est un personnage noir et trans, on va essayer de trouver une personne noire trans parce que les intersections vont jouer. Et nous, effectivement, on va faire ce travail sur toutes les représentations qu'on va avoir dans les textes, autant que faire se peut, parce que il y a une limite humaine qui est qu'on peut pas avoir 500 personnes qui lisent un texte, on peut pas en avoir 4 par représentation, surtout en asso de bénévoles où on peut pas financer. Donc on a beaucoup de bénévoles pour ça, ce qui est très chouette, mais il y a des choix qu'on va devoir faire. Je pense à, par exemple, on a déjà eu des textes avec des représentations amérindiennes, pas on voice. Alors, ça veut dire quoi, on voice? Pardon. Donc pas écrit par des personnes étant elles-mêmes concernées et du coup qui reprenaient les traumas générationnels, etc. Et on savait qu'on n'aurait pas de lecteurs sensibles et que c'était pour le coup sensible quand on touche au traumatisme carrément d'un point de vue interne. Donc on a fait le choix de pas éditer des livres qui parfois étaient très bons sur ce genre de sujets. Mais en tout cas, quand on prend les livres, on va effectivement faire appel à des personnes concernées. Ça veut pas dire qu'il restera rien, parce qu'évidemment, leur avis personnel va aussi rentrer en ligne de compte, et même en étant renseigné, il y a des choses qu'on va pas voir, mais au moins, on se dit on va enlever le pire, j'ai envie de dire, potentiellement les plus gros biais ou les problèmes qui sont récurrents et qui nuisent particulièrement parce qu'ils véhiculent une image très stéréotypée. Et du coup, il restera des choses que nous, on a décidé de garder en les contextualisant, par exemple, et peut-être qu'une lectrice va nous dire mais moi, j'aurais jamais laissé ça. Et c'est son choix. Et dans ces cas-là, nous, on respecte tout à fait que des gens trouvent que ça... Enfin,
n'apprécie pas le fait qu'on ait laissé des choses, par exemple, mais on sait qu'on a eu des avis de concernés dans ces cas-là, et s'il y a un doute, on va essayer d'avoir plus d'avis pour au moins se dire, si on a eu, 10 personnes concernées qui nous disent ça nous semble ok, contextualisé de telle manière, même s'il y a des gens qui sont pas ok, on sait au moins qu'on a suffisamment d'avis de personnes concernées pour se dire ok, c'est des avis personnels là qu'on te rend compte et c'est normal que tout le monde en ait. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais... Je trouve, pour créer beaucoup... ça m'a beaucoup perturbée. Pour créer, j'écris, je joue sur scène, donc j'ai la notion de la responsabilité du message qu'on se transmet sur scène. Cela dit, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça aussi très intéressant qu'on doit laisser aussi l'œuvre vivre au travers des personnes qui... alors la lisent, l'expérience, ça dépend sous quel format. On peut pas tout contrôler non plus, et heureusement, c'est ce qui fait de nous des humains, et c'est ce qui fait que l'œuvre elle est aussi représentative des failles de la personne et qui aussi l'écrit. Et ce que je trouve ça, et des côtés positifs aussi, il n'y a pas que les failles, mais souvent les failles qui ressortent quand on crée. Et ce que je trouve intéressant, c'est à quel point les mots qu'on peut écrire et le sens qu'on essaye de mettre, par exemple, sur un texte ou même dans une interprétation, peut être complètement vu de manière différente par le public, lectrice ou spectatrice, et nous échapper. Et c'est malgré la conscience de la responsabilité et d'avoir mis des garde-fous pour avec un œil extérieur. Je suis pas en train de dire que ça excuse tout ce qu'a dit J.K. Rowling. Oh, j'avais pas remarqué. Non. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça et ça me fait un tout petit peu peur parfois. Et là, je fais l'avocat du diable. Mais si on veut trop aseptiser d'une certaine manière, après, on va perdre un petit peu ce truc-là qui fait aussi que l'art, c'est l'essence de l'art. Si je disais... Pardon, c'était pour me placer après. Moi, c'était aussi pour rebondir parce que apparemment, et ton association, vous faites beaucoup d'efforts pour être inclusif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que les lecteurs français relisent et sont ok avec ça que si vous faites ça à l'étranger, et je pensais au Québec parce que j'ai un exemple en tête, qu'ils vont être ok avec ça. Parce que j'avais fait faire un livre Cherche et trouve, donc c'est un Où est Charlie, il y a plein de petits personnages, il faut trouver et tout. On avait publié le livre en France et le livre au Québec, et il y avait une page au Québec, le livre a dû être retiré au Québec parce que il y avait une page sur laquelle il y avait des petits Indiens. Donc c'était une image enfantine, les Indiens avec les coiffes de plumes, etc. Et ça, du coup, au Québec, ça passe pas du tout. L'exemple d'Ibi précisément, je vais pas, mais nous en l'occurrence, ma coprésidente est québécoise, vit au Québec, et on a des personnes de toute la francophonie. En effet, on édite des personnes de toute la francophonie, et pour le coup, Ibi n'est pas traduit, donc on n'a pas le questionnement de hors de la francophonie, ce que ça pourrait impliquer. Mais on essaie effectivement d'avoir des regards de personnes de background culturel, si je puis dire, différents. Donc on peut pas, on essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a, en gros, et il y a toujours une limite, évidemment. Pas du tout un reproche, c'est un exemple. Oui, c'est ça. En l'occurrence, nous, la représentation de personnes autochtones, on va plus se tourner vers des lectrices sensibles. Enfin, on a un texte en français québécois et on a pris des lectrices sensibles, en l'occurrence, plutôt de là-bas parce que c'était plus proche puisqu'il y avait un personnage autochtone. Donc on en a qu'on a refusé pour cette raison, et on a un qu'on avait eu parce qu'on avait une personne en lecture sensible, amie de l'autrice en l'occurrence. Donc voilà, on fait des choix aussi en fonction des moyens là en l'occurrence. Mais oui, c'est sûr que selon les contextes sociaux, la réception est pas la même, et d'autant plus d'un pays à l'autre, même dans la francophonie au sens large.
Ouais, moi j'ai essayé de noter plusieurs choses pour rebondir parce que du coup la parole passe assez vite. Sur ce que tu disais sur les gens qui se sentent attaqués, il y avait un truc aussi en sciences cognitives qui a été démontré, c'est que quand on vieillit, on intègre ses goûts comme une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire en fait quand on dit à quelqu'un que écoutez je sais pas, les lacs du Connemara, bah c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, et ben en fait on attaque sa personne parce qu'en fait à partir d'un certain âge on a intégré que ah oui en fait tu me critiques moi parce que c'est ce que j'aime depuis toujours, et cette remise en question elle devient trop forte, et du coup c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées, on dit souvent les vieux ils se mettent à voter à droite, etc., mais en fait il y a vraiment une cristallisation de tout ça, et par rapport aux avancées sociétales, par rapport aux jeunes générations, ben on a du mal à comprendre, on a du mal à accepter les nouvelles tendances, des choses comme ça. Donc déjà ça, c'est un point hyper fort, c'est que ça va jouer aussi générationnellement. Alors après ça dépend du milieu d'où on vient, ça dépend si on est curieux, etc., ça ouvre des portes, mais déjà ça joue. Après la deuxième chose c'était sur la bataille culturelle, c'est aussi on a actuellement une bataille culturelle dans le sens où par exemple je pense au Puy du Fou. En fait, on essaye de nous imposer. Non mais c'est hyper important. Pour moi, c'est un vrai truc. Ça rejoint cette discussion-là. C'est de dire, en fait, on a des pseudo-historiens ou des gens qui se réclament historiens, qui écrivent des livres truffés de fautes comme Éric Zemmour, par exemple, et qui se vendent à des millions d'exemplaires. Et en fait, des gens qui réinterprètent. C'est pas forcément exactement faux, mais ils arrangent un peu comme ils veulent. Ils réécrivent des choses, ils omettent certaines choses. Le Puy du Fou, et je parlais de ça parce que j'ai oublié son prénom, mais il parlait de si on met tous les employés de Warner Bros au chômage pour Harry Potter, ils trouveront autre chose. Mais c'est pareil pour le Puy du Fou. On va pas aller au Puy du Fou parce qu'il y a des gens qui travaillent au Puy du Fou, alors qu'ils véhiculent quelque chose qui est pas sain pour la société. Je crois qu'ils sont bénévoles en plus. Donc en plus, il y a beaucoup de bénévoles. Si. Ils sont tous bénévoles. Et donc, on avait donc un des grands, une personne qui a beaucoup œuvré pour le Puy du Fou, c'est Bruno Retailleau, quand même. Donc voilà. Donc, et maintenant, c'est une figure de l'extrême droite en France qui est très très forte. Donc, il y avait ça. Et après, sur la morale aussi, je voulais revenir sur, bien sûr, que dans les œuvres, il faut des salauds, il faut mettre en scène des nazis, il faut mettre en scène des racistes, il faut mettre en scène des choses comme ça. Mais, comme tu disais pour Coluche, après, si l'artiste dans sa vie personnelle a des problématiques comme ça, a été raciste ou a été misogyne, des choses comme ça, du coup là ça change complètement le prisme. Et c'est pour ça ce que je disais, c'est important, mais je pense qu'il faut faire la distinction, c'est-à-dire quelqu'un qui met en scène des salauds, et il y en a beaucoup et on a besoin, je sais pas, L'étranger de Camus, ça commence avec un truc ultra raciste, mais la personne derrière justement cherche ça, questionne ça et n'est pas du tout là-dedans. Et pour moi c'est hyper important de voir ça, et donc on a besoin de ces œuvres-là justement pour éviter la censure, ce que je disais au tout début. C'est ça qui est très important, mais par contre qui est derrière, ça aussi c'est ultra important, et justement le cas de J.K. Rowling cristallise un peu ça et ça donne le bon exemple de ça. Voilà, j'essaie de synthétiser faut pas me rappeler. Non, je n'ai rien à ajouter. Ok. Je voulais un petit peu revenir sur le parce que ça m'a questionné justement justement quand il y a des œuvres comme ça où il y a la personne a créé un dessin genre un peu normalement, est-ce qu'il n'y a pas normalement une sorte de comité éditorial pour dire en fait ce truc là en fait pourrait passer ou pas passer? Alors normalement les éditoristes sont censés vérifier ça, mais ce que je voulais dire c'était que au niveau de la France, le livre c'est très bien vendu, il n'y a personne qui a élevé la voix, il n'y a personne qui a rien dit. T'as pas du tout la même histoire entre la France et le Canada sur les populations autochtones. Il n'y a pas eu de charnier d'Indiens en France, par exemple. Donc c'est un peu plus dur pour le Canada. Ils ont ils font vraiment très attention. Et par ailleurs, c'est dans leur politique nationale. C'est un des piliers de la politique nationale à l'heure actuelle au Canada. Donc ça m'étonne pas qu'en France, ça n'ait pas posé de problème qu'il y ait des Indiens avec des plumes. Dans un livre pour enfants, quoi. En plus, c'était vraiment une toute petite partie d'une image. Il y avait plein de peuples du monde et il fallait retrouver où étaient les peuples natifs, où étaient les Indiens d'Inde, les Sud-Américains, voilà. Donc, et l'éditrice est française.
la maison d'édition est française, même si elle publie aussi des livres au Québec, mais il n'y avait pas eu une relecture par quelqu'un de québécois. Mais par rapport à ça, il y a l'exemple aussi avec le dernier Astérix qui est sorti, où en fait les auteurs ont pris la décision d'enlever les grosses lèvres au personnage noir de Baba qui était la vigie pirate et de lui remettre une prononciation avec des R parce qu'il n'avait pas cette prononciation. Et il y a eu plein de gens sur Facebook qui ont dit ah mais c'est quoi ça, on remet en question des choses, nos œuvres d'enfance, etc. Alors que les auteurs ont juste dit bah on va arrêter avec cette caricature. En plus ça change pas l'œuvre. Ouais, puis ça change rien même au personnage en lui-même. Voilà. Il reste grand baraque et ça n'a aucune incidence en soi. Voilà, c'est ça. Et par contre, il a toujours été dessiné comme ça et à une époque, ça posait pas de soucis. Après, Goscinny et Uderzo caricaturaient tout le monde, etc. Donc, c'était dans leur idée en fait, on pouvait se moquer des traits de tout le monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui où les auteurs modernes disent, bah non, en fait ça fait pas rire et du coup on décide de s'affranchir de cette convention, il y a quand même des gens qui disent oh on nous enlève tout. Voilà, c'est ce qu'on disait, mais du coup là ça a été relu mais c'était accepté parce que c'était le code. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais maintenant on peut se questionner sur le code aussi. J'ai entendu l'auteur justement à ce sujet, Fab Caro, je crois, qui disait que quand il était petit, qu'il lisait les Astérix, il adorait le personnage de Baba et que ça faisait plusieurs tomes qu'il n'était pas là justement à cause de son accent et qu'il avait voulu le remettre justement parce que quand il était petit il l'adorait et je m'en souviens pas par cœur mais Baba a dit une phrase pour expliquer que il reprononçait les R et c'est bien et comme ça on va pouvoir le revoir dans les prochains tomes. Ouais, c'est ça et du coup là, c'est ça qu'on disait, c'est que cette idée de la cancel culture qui est juste questionnée, elle est cool parce que du coup on a questionné ça, le personnage il est toujours là, c'est-à-dire que c'est toujours là, mais on a modernisé, on s'est dit ce petit truc qui gênait, on peut s'en affranchir et l'œuvre elle est quand même chouette. C'était pour revenir sur par exemple sur ce petit détail des R et tout ça. Nous en impro on a une règle qui est la même qu'en humour. C'est de dire on peut punch up, mais on peut pas punch down, dans le sens où du coup, ça veut dire qu'il faut faire une hiérarchisation comment ça s'appelle, des avantages de chaque, de mettre les gens dans les cases et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, on se rend bien compte que, par exemple, les guignols, ça marchait, c'est bien les guignols de l'info parce que là j'ai eu pas le guignol avec le ça marchait parce que on se moquait des gens qui étaient au-dessus. Je sais pas après dans mes souvenirs parce que ça remonte est-ce que ça a tapé vers le bas? Je crois pas non, j'ai pas souvenir. C'était que des personnages qui étaient politiques. Il y avait les Spizdikunas, des choses comme ça. Il y a eu des petits... Ah oui, bon, il y avait, oui. Alors, à l'époque, j'avais pas ce prisme-là. J'étais ado, voire enfant, donc je le regardais pas comme ça. Moi, je me souviens juste surtout des hommes politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui me manque. Le tribunal des flagrants délires ou ce genre de choses, ça me manque énormément. Et je trouve que la censure, elle se fait beaucoup aussi sur des choses que nous, on apprécierait continuer à voir et à entendre. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis. J'avais vu passer des vidéos sur ce sujet où en fait ça développait que rire de classe dominante c'est pas la même chose que rire justement des minorités. Oui. Et c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Justement. Oui, parce que rire des classes dominantes, c'est remettre en question l'ordre établi. Du coup, c'est ça qui est intéressant et c'est le propre de l'humoriste en fait. Quand Guillaume Meurice il se fait virer de France Inter pour sa blague sur Netanyahou, on est dans une espèce de consensus où il faut pas déborder et lui il questionne ça et du coup justement ça fait réagir et c'est pour ça que c'est hyper sain en fait de se moquer, de faire des choses comme ça. Après se moquer des plus faibles, justement ce que tu disais, c'est là que c'est problématique. Comme Michel Leb il fait des accents, c'est problématique, des choses comme ça en fait on voit la différence et je pense qu'inconsciemment on la sent la différence. Et les gens qui disent oui, on peut plus rien dire, quand j'étais petit on faisait ces blagues racistes, etc. C'est justement, ils ont du mal à remettre en question, mais au fond, on sait que c'est ça qui gêne.
Et après, il y a tout le problème, justement, on disait, entre la droite et la gauche sur la cancel culture, c'est qu'on a une droite qui voudrait pas qu'on remette les idoles en question. Donc, je prends un autre exemple, c'est Napoléon. Napoléon, c'est un dictateur. Au-delà du code civil, de l'administration française, des choses qu'il a faites pour la France, il a remis l'esclavage, il a réhabilité l'esclavage. Il a été un dictateur qui a essayé d'envahir la plupart des pays voisins. Il y a eu énormément de morts, des choses comme ça. Et du coup, remettre en question ça, et ben du coup, c'est dérangeant pour une partie de la politique. Et ce qu'on parlait de bourgeoisie gaze tout à l'heure, on en est là. Le problème, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, c'est un débat qui sera toujours infructueux, dans le sens où c'est comme si on voulait dire ah bah il y a des gens ils sont ok, il y a des gens ils sont pas ok, alors qu'en fait bah l'humain il est pluriel et on peut être un énorme enfoiré et malheureusement avoir fait une découverte, heureusement pour nous, avoir fait une découverte scientifique par exemple qui résout les problèmes de réchauffement climatique, je ne sais pas. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut là je tire le trait volontairement, mais est-ce que ça veut dire que cette personne n'existe pas? Non, cette personne elle existe, mais voilà, il faut avoir conscience que ça veut pas dire que on remet en question son travail là qui fonctionne. En l'occurrence, là on est sur de l'utilitaire, donc c'est voilà. Mais par contre, on peut s'accorder à dire que le reste non. C'est là où j'ai un peu du mal parfois, où je me dis, j'ai peur que ça, l'effet extrême, c'est que ça lisse tout. C'est vraiment une question que je me pose. Il n'y a peut-être pas de réponse à ça, mais pour moi, de toute façon, même dans nos vies personnelles, parfois il y a des propos moi que j'ai tenus, je me rends compte que j'étais même entre femmes, par exemple, sur la sororité et tout, je me rends compte que après, c'est aussi dû à pas mal de choses sur l'éducation, mais je me rends compte que maintenant, j'ai évolué, je ne ferais pas ces propos-là. À l'époque, ça m'aurait fait bizarre qu'on me dise que j'étais toxique, mais j'accepte que je peux être toxique envers quelqu'un ou qu'il y a des choses... Je veux dire, bien sûr, il y a une histoire d'influence et de pouvoir là-dedans, mais il y a aussi on n'aura jamais des gens parfaits, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que quand tu dis on lisse tout, je vois pas comment ça peut être lissé, parce que justement on est tous différents, pluriels, il y a des aspérités. En fait, le nivellement peut-être des œuvres, c'est ça que tu voudrais dire, non ? Non, c'est plus lissé dans le sens, j'ai peur que ça soit dit genre, alors cette personne c'est ok de la lire par exemple, et cette personne c'est pas ok de la lire. En fait, dans le côté cancel culture, il y a le côté cancel ou pas cancel, du coup c'est très quoi, c'est genre oui ou non. Mais justement, ça, il faut se faire des listes à lire et pas lire, justement, c'est une prérogative justement de la droite conservatrice. C'est elle qui fait des listes de livres de censure. Et justement, la gauche qui questionne ça, c'est on remet en question, mais il y a pas d'interdiction au sens ça c'est une liste noire, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est justement cette distinction. Il y en a quand même. Le truc, c'est qu'il y en a, par exemple, mais on tombe dans quelque chose de malsain. C'est ça. Et justement, c'est ça, c'est ce que je suis un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire faire beaucoup même, mais l'idée c'est ok, à quel moment on tombe pas dans cet extrême à force de vouloir dire là, mais pour J.K. Rowling je remets pas du tout en question, moi je boycotte totalement alors que je suis une grande fan d'Harry Potter à la base. Mais bon voilà, mais oui effectivement, à quel moment on dit là c'est ok, là c'est pas ok, et là c'est ok, faut le regarder avec tu vois. Ouais, mais tu vois, là on a un échantillon, on a tous des degrés différents par rapport à cette question, et pourtant on est d'accord d'en discuter. Il y a les gens qui diraient liste noire, vraiment pour moi ils sont à part, ils sont déjà plus dans la discussion. Ouais, voilà, ils sont déjà plus là-dedans, c'est une autre forme d'extrémisme, etc. Mais tant qu'on questionne, et tu vois, on n'a pas tous le même niveau d'acceptation, du coup c'est hyper intéressant, et c'est ça le truc. Il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est sauf si t'avais pas fini. Non, mais je pense qu'on est d'accord que de toute façon dès que ça va dans l'extrême pour tout, après ça dessert, et effectivement c'est ce que tu disais, lycée. Je veux dire par rapport à ce que tu disais, imaginons que quelqu'un a fait une grande avancée mais qu'il soit problématique. Il y a les nazis. Les nazis, par exemple, ils ont été... On atteint le point Godwin. Non, mais ils ont été... Il y a déjà eu des... Non, mais je voulais dire qu'ils ont été, par exemple, les Américains sont allés chercher des scientifiques nazis en disant on va les épargner parce qu'ils vont nous aider à construire fusées, bombes atomiques, etc. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a déjà eu des choix politiques là-dedans. Après, il y a un historien qui s'appelle Yohan Chapoutot
qui a fait un essai qui s'appelle Libre d'obéir et qui revient sur un dirigeant nazi qui a inventé tout le management moderne. C'est-à-dire que dans toutes nos villes, dans nos boîtes, on a des règles de management qui ont été inventées par un nazi et qui était quelqu'un d'ultra haut placé. Et cette personne a été épargnée à la fin de la guerre parce qu'il allait remonter l'État allemand et qu'il fallait pour relancer les entreprises, l'industrie. Et c'est quelqu'un qui donc a formé tous les cadres allemands du CAC 40, qui a formé beaucoup de gens à l'étranger, qui a influencé les Américains, etc. Et qui était quelqu'un de profondément nazi. Et du coup, voilà, sa pensée à lui, elle a perduré dans ces trucs-là. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est des gens il y a des avancées par des gens pas sains, et justement on peut remettre en question, et le travail d'historien qui justement comme Yoann Chapoutot met ça en exergue, ça nous permet de réfléchir. Donc on va pas cancel le management parce que du coup c'est trop, mais par contre on peut le remettre en question en sachant ça. On peut se dire ok, tout ce qui est ressources humaines, ces notions là en fait ça vient des nazis. Ok, toute cette idée de dire vous pouvez faire beaucoup avec peu, ce qui compte c'est d'arriver au résultat. Ok, ça vient de cette idéologie là, et tout ça on peut le remettre en question à la lumière des avancées. Et ça, je voulais dire, en fait, du coup, il n'y a jamais de nivellement dans le sens où, en fait, ce qu'on fait, c'est essayer de dire, voilà, ça, on peut le questionner, ça, on peut le questionner. Pas l'annuler, mais on peut le questionner. Sans transition aucune, justement, en questionnant et tout. Comment toi, Marie, parce que toi, tu es aussi agente, tu as aussi des personnes avec qui tu travailles. Comment, justement, est-ce qu'ils se questionnent dessus, sur leur écriture, et comment tu les conseilles? Et pareil, quand tu fais la com' des œuvres, comment est-ce que tu travailles ça? Parce que maintenant on est quand même j'ai quand même la chance d'être freelance, donc pour les relations presse je peux quand même choisir mes livres, ce qui est autre chose que quand tu travailles pour une maison et que tu as les 30 livres par mois, que tu le veuilles ou non. Et après, pour les artistes avec qui je travaille, en ce moment je travaille avec Souki, qui a été édité par Thomas sur un prochain projet, et Souki est un homme et il va parler, je veux pas trop vous spoiler parce que le projet n'est pas encore fait, mais il va parler de sororité. Et donc lui, comment en tant qu'homme il se représente ces questions, quel livre il est en train de lire pour aussi s'imprégner, se poser des questions qui se seraient pas forcément initialement posées. À chaque fois, c'est tout un échange et une réflexion. Il n'y a jamais une règle, tu vois, c'est juste dire ne pars pas tête baissée dans une histoire où tu vas dépeindre uniquement des femmes. Après, Souki a personnellement plein de raisons de faire cette histoire. Et puis, il y a toujours derrière... J'ai un ami un jour qui m'a dit, c'est Olivier Jalabert, je le cite, il m'a dit, mais alors si pour écrire une histoire de femme, faut être une femme, est-ce que pour écrire une histoire de nazi, il faut être un nazi? Et c'est aussi intéressant de se dire, faut pas non plus t'interdire d'aller écrire des choses, et après tu peux faire appel, comme on parlait, à des lectrices sensibles, pour avoir aussi leur retour. Donc il y a pas une règle... Il faut juste toujours se mettre en question, et c'est ce que Thomas disait au début sur la cancel culture, qui est plus une culture de la contestation. Et donc, contester, c'est aussi se remettre soi en question très régulièrement sur différents sujets. Je pense. Eh ben, je pense qu'on arrive à la fin déjà. C'est un très beau mot de fin. Ça vous va? Oui. Eh bien, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir, vous étiez très bon. Merci d'avoir écouté le Cozy Lab. Vous pouvez donc liker, partager. Merci encore à vous et à très vite. Merci. Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous.